Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à nous signaler votre présence dans le chat. Alors, Stéphanie, Prems, il faudrait que je fasse un concours un jour que je note qui à chaque fois est la première personne. Aujourd'hui, c'est Stéphanie. Bonjour Astrid, Didier. A priori, ça fonctionne puisque je vois vos bonjours. C'est qu'on est bon, on est bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième édition du mois de juin de l'Instant RH par Culture RH. On est là pour passer 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble, avec un sujet aujourd'hui qui j'espère vous passionnera. En tout cas, on va essayer de le rendre dynamique et de vous rendre actif. C'est le challenge avec ce webinaire pour parler des entretiens et revues des talents. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vous répète à chaque fois le même message, mais ce webinaire, c'est le vôtre. Donc, sentez-vous à l'aise de réagir, de rebondir, de poser toutes vos questions à David, notre expert du jour sur ce sujet. Et d'ailleurs, je t'invite à te présenter, David, en 2-3 mots. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais de beau, pourquoi on est là aujourd'hui, voilà, dis-nous tout. En 2-3 mots, ça va être compliqué. Bon, bien. Façon de parler, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Donc, je suis très content de participer à ce webinaire. J'aime beaucoup les webinaires en général de Culture RH. Donc, Anaïs, je suis content d'être là. Ça fait plaisir. Ouais, je suis content d'être avec la communauté, qui a l'air assez active donc aujourd'hui encore. Donc, je suis David Yocho, je suis le directeur général de Zest, et on va découvrir un petit peu plus ce que ça fait Zest. Et effectivement, je suis un start-upper, on va dire, avec quelques pas poil blanc de barbe. Ça veut dire que j'ai beaucoup accompagné dans le passé, en tant que consultant, ou notamment les fonctions RH sur la mise en place de ces pratiques dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite et tu nous dis je vais arrêter avec mon expression 2-3 mots. Je me rends compte que là, ça y est, t'as mis un doigt sur un truc. Je me rends compte que je le dis tout le temps. Voilà, bravo. Tu nous dis 2-3 mots sur Zest. Oui, 2-3 mots. Donc Zest, c'est une start-up qui a un petit peu de bouteille maintenant, qui est de 50 talents. On a une mission, c'est de permettre dans les organisations qui sont chez notre client un succès collectif à l'échelle et dans la spécificité de leur entreprise. Et pour ça, on a une solution digitale qui permet de faire de constituer un cercle vertueux basé sur l'engagement. Ça veut dire écouter les collaborateurs, ça va être un des sujets qu'on va aborder là aujourd'hui, gérer la performance et notamment les entretiens et d'autres choses. Déjà 300 entreprises très différentes, internationales, franco-françaises, secteur privé, secteur public, tertiaire, industrie, utilisent Zest et Zest leur management quelque part. Et j'ai mis 2 hashtags pour présenter un peu Zest. C'est hashtag RH management partenaire et pas seulement business partenaire. Nous, on pense que c'est vraiment important d'adresser le management, et les rituels qu'on va discuter sont au cœur du management. Et puis Management Tech, ça c'est notre métier, c'est de vous fournir la meilleure solution. Super. Et d'ailleurs, pour précision, je tiens à le dire parce que c'est important, c'est pas forcément le cas à chaque webinaire, mais aujourd'hui, David a prévu de nous partager des cas concrets, enfin des retours d'expérience avec des exemples d'entreprises. Et moi, je suis toujours fan de ce genre de format. Je trouve ça trop sympa parce que je trouve que c'est ce qui parle le plus le partage d'exemples est beaucoup plus révélateur finalement que de la théorie. On va pas hésiter d'ailleurs dans l'échange à déclencher des échanges justement sur ça, sur des retours d'expérience, sur pourquoi pas des conseils. Je serais ravi d'échanger là-dessus aussi. Exactement. Et d'ailleurs, vous-même qui nous écoutez, on attend aussi vos propres retours. Moi, je me ferai votre relais auprès de David pour partager vos opinions, vos propres retours d'expérience. C'est ce qui rendra aussi le webinaire dynamique. Alors, le sujet du jour, je te laisse nous expliquer. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Petite introduction, on en est où sur ce sujet des entretiens annuels ? Ouais, là, c'est un petit peu provocateur là. Hein, Moi, j'adore. Mais pourquoi tant de haine sur les entretiens annuels Et c'est vrai que, tu vois, Anis, quand on parle un peu dans la machine à café ou quand il y a des sondages, des études qui sont faites sur la satisfaction qu'ont un certain nombre de personnes sur ces entretiens annuels, on peut pas dire que ça soit un plébiscite. Aïe. Voilà. Et c'est partir de ça. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à utiliser notamment ces statistiques
pour dire, allez, mettons à la poubelle ou voilà, finissons avec les entretiens annuels parce que 95% des collaborateurs pensent que c'est pas toujours très utile, 70% disent que ils sont pas très satisfaits de ce rôle-là quand ils le font, et puis les RH finalement, bon, c'est un peu une obligation, mais c'est pas très utile. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment ça que le message, c'est de dire mais pourquoi tant de haine? Et on va le voir, mon propos, et le propos chez S, c'est pas de remplacer et d'éliminer les entretiens annuels. Bon, comme ça, le mot est donné. On connaît le positionnement. Mais justement, ça nous amène aussi à vous poser la question, à vous qui êtes là et qui écoutez attentivement. Selon vous, c'est la grande question et je vais vous lire ensuite, mais est-ce que selon vous, l'entretien a toujours un intérêt? Oui ou non? Peut-être. Il peut y avoir de la nuance aussi, il peut y avoir un entre-deux. Astrid dit oui, déjà on a un premier oui. Céline, oui. Thomas a dit non. J'ai vu un non passer. Super. Il y a beaucoup de oui. Ouais, il faut pas hésiter. Oui, mais il faut savoir. Ouais. Oui, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, tu vois, il y a un peu de nuance comme ça. Didier qui dit, c'est encore possible, il pose la question. Julie, bof. Christelle, il faut former les managers. Et les salariés, dit Christelle aussi. Il faut donner du sens et des suites. Eh oui. Tout ça, ça va être du bon matériel pour notre discussion là, qui vient. Ouais. Il y a quand même pas mal de oui au final, mais oui sous condition. Oui, en tant qu'outil socle de la politique RH. Et Farah qui dit bonjour à tous. Oui, c'est important. Elle l'a mis en majuscule. Hein. Et il y a pas mal de oui finalement. Je m'attendais à peut-être des postures un peu plus radicales. Non, ça sert plus à rien. Mais non, il y en a pas. Ouais, j'ai vu juste Thomas. Thomas qui a mis non, juste non. Mais c'est bien, mais et je pense qu'il faut, il n'y a pas de statu quo obligatoire, quoi. Il faut, et puis ça dépend aussi des organisations en fait et du management aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde la vraie vie des entreprises dans leur réalité, on va en parler. Hein, c'est quand même un rituel qui est très très utilisé encore malgré que ça fait au moins 10 ans qu'on dit que ça va être supprimé. Oui. Donc, comme quoi, ça reste toujours d'actualité. Et au vu des messages, d'ailleurs, dans le chat, c'est assez significatif. Beaucoup qui disent oui, s'il a des incidences mesurables sur le déroulement de la carrière. Oui, toujours lorsqu'ils sont bien menés et ont des effets. Donc, il y a vraiment cette condition de oui, mais sous condition que ça serve à quelque chose, finalement. Parce que c'est peut-être ça, le sentiment général aussi. C'est souvent... Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais encore salariée, souvent, j'avais l'impression que c'était un rendez-vous inutile dans la mesure où derrière, il se passait rien. On me demandait mes besoins en formation, on me demandait ce que je pensais de mon manager, etc. Mais derrière, qu'est-ce qui se passait? Rien. Non, c'est... Et il y a beaucoup de choses comme ça qui dans les organisations, c'est pareil. Nous on fait beaucoup chez nos clients des baromètres RH ou sociaux. C'est pareil quand on leur demande pourquoi ils sont engagés, sur quoi ils sont satisfaits, insatisfaits. Si derrière il n'y a pas un plan d'action pour améliorer l'expérience collaborateur, ça sert à rien. On va être très clair. Oui, quelle que soit la pratique finalement. Et un dernier retour, Farah qui dit un entretien bien préparé avec le personnel est toujours bien perçu, bien que ça soit plutôt une méthode anglo-saxonne. C'est intéressant ça parce que alors, je dirais que l'entretien n'est pas une méthode, n'est pas une pratique anglo-saxonne, mais la manière de faire, il y a différentes façons de faire des entretiens. Et notamment les anglo-saxons, ils sont super bons sur mettre des feuilles Excel dans les formulaires quelque part, faire du ranking avec des pratiques qui ont été décriées, voire interdites, sur les évaluations pour dire à la fin dans ton équipe tu peux pas avoir 80% de bons, même si c'est la réalité. Il faut que tu changes un peu tes notes. Donc il y a des choses. Il y a une façon à la française peut-être qui se dégage et j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure. Surtout si on est dans une approche la plus tradie, on va dire ça comme ça, qui va être, on va le voir, basée plutôt sur la contrainte et l'obligation de le faire que sur l'utilité. Ouais, très bien. Justement, on y vient. Et alors, pourquoi est-ce que c'est toujours important
Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis à ça, David? Le truc évident, c'est que dans les faits, c'est important parce que alors une étude a montré que 89% des cadres avaient des entretiens annuels, si tu veux. Donc, déjà, c'est quand même la pratique toujours largement déployée dans les organisations. Ça se dégrade un peu quand on est sur les populations moins encadrantes, hein, d'ouvriers, d'employés, et c'est vraiment dommage. C'est l'un de nos credos d'ailleurs chez Est, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison, même si c'est plus compliqué peut-être à faire en termes de logistique. Et donc ça, c'est la première raison. Et puis il y en a d'autres qui ont été pour certaines évoquées. C'est vrai que l'entretien annuel, c'est le quasi SMIC du management ou le service minimum, on va dire ça comme ça. Ah. Alors c'est pas une obligation légale. C'est peut être dans certaines conventions collectives une obligation du coup, mais c'est lié à la convention collective, contrairement aux entretiens professionnels où légalement ils sont obligatoires. Donc ça c'est le premier point. Ça veut dire que normalement il faut pas se poser la question, il faut le faire. La deuxième, c'est que quand on regarde à quoi sert normalement l'entretien annuel, surtout si on a, on va dire, peu de rituels autres, on va attendre des moments, des décisions, ou en tout cas de partager des éléments pour aider à une décision sur la carrière, ma promotion, ma rémunération, mon plan de formation. Donc ça, si ça n'a pas d'importance pour un collaborateur, c'est nier qu'il a ses besoins et ses attentes. Deuxième chose, c'est que l'entretien annuel, parce qu'il est annuel, de facto, ça doit être une prise de recul par rapport à ce qui s'est passé sur l'année, et une prise d'élan sur l'année qui va commencer. Donc c'est là où on voit aussi la complémentarité par rapport au point plus régulier. Tu vois, c'est un moment où on doit prendre du recul de la perspective. C'est le temps long, on va dire ça comme ça, et il faut l'assumer comme ça. C'est quelque chose qui va montrer concrètement la posture managériale. Les incantations d'un manager, je sais pas, plus bienveillant, plus coach ou ce que vous voulez. Concrètement, ça va se matérialiser au moment où on va faire des entretiens en particulier. Donc c'est vraiment important de se dire que les entretiens, c'est l'outil de travail, de matérialisation de ça. C'est aussi un moment décisif d'équité. Est-ce que tout le monde a des entretiens dans l'entreprise ? On en parlait sur les populations terrain, parce que c'est des décisions importantes. Et voilà, c'est aussi un moment où on doit s'assurer que tout le monde a au moins, c'est histoire de service minimum, au moins cet entretien annuel. Et puis, on a chez Est un laboratoire qui a fait notamment récemment une enquête sur 1200 salariés français et qui sont pas forcément utilisateurs de Zest. Et on a découvert quelque chose qui nous a un peu surpris, mais qui est important de partager là dans le Baromex, c'est que c'est un entretien réussi, c'est un outil de fidélisation. C'est-à-dire que quand on a posé la question aux salariés, est-ce que vous avez envie de partir plus ou moins ? Et quand on a regardé ce qu'ils ont répondu, est-ce que pour vous, l'entretien annuel est important ? Eh bien, il y avait, pour ceux qui voulaient rester davantage, il y avait plus de satisfaction sur l'entretien annuel. Ah, d'accord. Donc, il y a une corrélation. Exactement. Mais ce qui est logique par rapport notamment aux décisions, à la relation avec le management, tous ces éléments qu'on a dit précédemment. Il y a cette fameuse phrase qu'on voit des fois, tu sais, sur des posts un peu inspirationnels, là, qui dit on quitte pas un job. Non, c'est quoi la phrase ? On quitte un manager, on quitte pas un job. Voilà, on rentre. Voilà, c'est un peu. Alors, moi, je t'avoue que le côté inspirationnel me gêne un peu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense à cette phrase parce que ça me fait plus penser à un wanted. Tuer le manager, tuer les managers. Oui, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux comme phrase. Et puis c'est caricatural. Enfin, il y a bien sûr des managers toxiques et on part pour des raisons. Et d'ailleurs, dans le Baromex qu'on va publier dans les prochaines semaines, je vous invite à rester en contact avec notre communication. Il va y avoir vraiment des éléments complémentaires qui démontrent que non, il y a d'autres choses. Alors bien sûr, le manager va être 70% des leviers de l'engagement d'un collaborateur, soit sont directement liés au management, soit de proximité, soit sont indirectement liés à ça. Donc oui, il a une importance. Mais la réalité, c'est que souvent, quand on regarde les raisons de départ, c'est pas la faute entre guillemets du manager de proximité. C'est tout simplement une politique, c'est un contexte, c'est une complication dans l'organisation qui fait ça. Je vois que Thomas est en train d'écrire. Alors j'attends impatiemment de voir ce que va nous dire Thomas, parce que je vois que tout à l'heure ça tapote. Si c'est le Thomas de précédemment, avec grand appétit d'avoir son input. Ah, t'as vu, on a envie là. Il nous a appâté avec le nom. Un bon petit bout. Une bonne façon d'accrocher.
Bon, écoute, en attendant que ça s'affiche, moi j'avais une question pour faire un peu transition, mais en intro, on parlait d'entretien annuel, mais aussi de people review, revue Ouais, des talents. ouais, Je pense que ça peut être important aussi pour chacun de comprendre les différences. Est-ce qu'on parle de ouais. la même chose? Est-ce que Oui, et puis comme tu l'as dit, il y a plusieurs termes, hein. Il y a people review, il y a revue de talent, il y a revue du personnel, il y a comité RH, bon, on l'appelle comme on veut. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entretien, c'est un entretien individuel. Donc, on va dire que c'est le moment où, quelque part, on est dans une relation, dans un diagnostic, dans des prises de décision qui sont individualisées. Et c'est en gros, c'est la base. Et puis, par-dessus, ou à côté, ou après, il y a une prise de recul, non pas par rapport au temps, mais par rapport au fait qu'on a un collectif. Voilà. Et de pouvoir s'assurer que sur une population donnée, par exemple dans un magasin, dans une région, dans une catégorie, par exemple des managers, eh bien, on va regarder, on va faire la revue de ces personnes pour voir quels ont été les résultats de leurs évaluations, pour prendre des décisions. Parfois, corriger, ce qu'on appelle calibrer, hein, en disant, ouh là là, David, il a été super, super, super gentil avec peut-être ses équipes en termes de performance, parce que quand on regarde le résultat opérationnel, c'est peut-être pas au niveau, alors que Anaïs a peut-être été un peu sec, un peu sévère, c'est pas vrai, hein, mais sur la performance, parce que en fait, voilà. Donc ça va permettre d'avoir un peu aussi, parce que l'évaluation, elle peut être un petit peu biaisée, les prises de recul. Donc c'est de pouvoir traiter cette équité, et c'est de valider souvent les décisions qui sont pré-prises ou qui sont des souhaits, des suggestions, des demandes qui sont remontées par les entretiens, notamment les promotions ou les augmentations de salaire. Mmh. Donc c'est vraiment un moment où on fait une revue collective à plusieurs, un comité, ça peut être les managers plus la RH ou le top management et la RH selon les cas, et il y a un consensus qui va se dégager après un espèce de diagnostic. On va passer plusieurs personnes un peu en revue sur les mêmes critères pour valider des décisions, décider des plans d'action. Très bien. Et est-ce que c'est une pratique courante, ça? D'ailleurs, je pose la question dans le chat. Est-ce que vous le pratiquez dans votre entreprise? Est-ce que toi, David, t'observes que c'est quelque chose de systématique, ou ça reste isolé, ou En fait, cette pratique-là? oui, c'est beaucoup moins fréquent et pour Ouais. les entretiens annuels. Donc ça veut dire on dit que 100% des joueurs ont gagné, et 100% de ceux qui font des entretiens annuels ne font pas des revues de talent. Donc ça, il y a une déperdition, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qui paraît être un ensemble. Donc quand on regarde les pratiques, et je suis impatient, enfin de lire un peu ce qui se dit dans le chat. En fait, on a historiquement plutôt une approche un peu élitiste des revues des talents. C'est-à-dire que la revue des talents se fait encore plus que les entretiens annuels, nettement plus que les entretiens, plutôt pour le top management, pour les hauts potentiels, pour les fonctions un peu stratégiques ou pour les personnes à risque, par exemple. Voilà. Donc on va être plutôt sur un traitement d'exception qui va être fait. Et on va en parler dans nos retours d'expérience aussi. La pratique se démocratise pour toucher beaucoup plus de monde, parce que c'est un process de décision collective qui est très performant. D'accord. Alors, il y a Céline qui nous dit, alors, nous, il n'y en a pas, mais on souhaite le mettre en place. Julie qui dit, on le fait et c'est top. Guillemette qui dit, première fois dans 2 semaines. Ah ben voilà. Wow. Guillemette, elle saute dans le grand bain, ça y est. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Coralie qui dit, oui, mais version fonction publique. Alors, qu'est-ce qui diffère version fonction publique? En général, mais Coralie, faut pas qu'elle hésite peut-être de nous en dire un peu plus. Mais en général, dans la fonction publique, tu as un cadre réglementaire, on va dire ça comme ça, structuré, qui est beaucoup plus fort. Et donc, tu vas avoir des évaluations qui vont se faire dans ce cadre-là, on va dire. C'est une figure un peu imposée plutôt que figure libre, on va dire ça comme ça. Ouais, et c'est peut-être plus... il y a un protocole. Il y a un protocole, et puis les décisions, tu peux pas les prendre n'importe comment, n'importe quand. Tu vois, tu as des règles du jeu pour être promu d'un grade à un autre. Enfin, toi, c'est pas juste une décision où on dit on est en consensus, on peut décider. Voilà, il y a une liberté qui est beaucoup plus encadrée. Voilà. Ouais, elle confirme, elle dit oui, il y a un cadre qui restreint certaines décisions
ou objectifs plus élitistes. Et alors, il y a Pauline, tu vois, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais juste avant. Alors, attends, ça saute, j'essaie de me remettre dessus. Elle dit, Pauline, dans son ancienne entreprise, on faisait la revue de talent pour tout le monde, y compris les ouvriers. Cela a permis d'arrêter la prime, entre guillemets, à la tête de... La famille discrétionnaire, là. Tu vois, Dixit, nos salariés qui ont été très contents de la mise en place de ce process avec un cadre précis. Tu vois, ça revient un peu au principe d'équité que tu évoquais par rapport à l'entretien annuel, finalement. Exactement. C'est super. C'est un super témoignage, vraiment. Et c'est une source d'inspiration. Enfin, cette entreprise, je pense qu'elle est inspirante pour les autres. C'est bien. Parfait. Et dernier petit message que j'ai vu passer, c'est Fabien qui dit la People Review, elle permet aussi d'évaluer le manager. Je sais pas s'il l'entend dans ce sens, mais moi, par exemple, j'ai vécu, c'était mon cas, alors au Royaume-Uni, donc tu vois, exemple anglo-saxon, on avait la People Review, et dans ma People Review, quand j'échangeais avec mon manager, j'étais tenue de faire mon retour sur ma manager et de l'évaluer moi, tu vois. Je trouvais ça intéressant comme démarche, qu'on m'écoute en fait, bon après forcément quand ça se passe très bien avec ton manager, c'est chouette. Je sais pas trop quand c'est un cas où bon la relation est compliquée, mais dans mon cas, on avait une très bonne relation, donc c'était agréable à faire, mais je trouvais ça sympa. C'est hyper appréciable quand t'es salarié et qu'on te te pose la question, qu'on te demande vraiment toi ton avis et ton retour. Dans les people review des managers, parce que les managers sont des collaborateurs comme les autres, enfin un peu comme les autres, avec des responsabilités différentes, eh bien, on peut avoir dans les critères d'évaluation ou de discussion, eh bien, les feedbacks de leurs propres collaborateurs. Ah oui. Élise, non, pas Élise, pardon, excuse-moi. Lydie qui dit oui, l'évaluation inversée où le collaborateur fait un feedback à son manager. On parlait sur comment rendre plus efficace justement l'entretien annuel. on va pas tout spoiler. Non, mais c'est des très bonnes questions et qui vont dans ce sens-là, enfin de la performance de l'entretien par rapport à une façon très top-down. Alors justement. Et on y vient. Et on y vient. Super transition, Lydie. T'as vu ça donc là, ce que je vais présenter, c'est un petit peu notre point de vue et ce qu'on voit aussi fonctionner avec tous nos clients pour améliorer l'entretien annuel. Donc d'abord, c'est un cadre de management. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, l'entretien annuel, désolé, c'est pas un outil de la RH, c'est pas un process de la RH, c'est un outil, un process de management. Donc, ça veut dire que c'est pas, bien sûr, ça va un peu, on va dire, transparaître la volonté, votre politique RH, mais concrètement, ce que je disais tout à l'heure, c'est la posture managériale qui va être mise en scène, qui va se manifester, qui va être opérationnelle. Donc, quand on veut améliorer l'entretien annuel, il faut se poser la question de la posture managériale, la pratique managériale que l'on veut, et on n'améliorera pas les entretiens si on n'améliore pas, on va dire, la posture managériale. C'est-à-dire, vous pourrez faire le meilleur formulaire que vous voulez, avec le meilleur outil, ZES compris, mais si derrière vous êtes dans un mode dictatorial, commande-contrôle, castrateur, enfin la terreur du management, eh bien, ça servira à rien. Donc, il faut travailler sur les. C'est pas l'outil qui va sauver les meubles. Ça véhicule quelque chose, ça facilite ça. Et donc, il faut prendre ce pas de recul sur qu'est-ce que c'est la pratique, la posture managériale que l'on a. Et eh bien, aujourd'hui, pour répondre aussi aux attentes des collaborateurs et de la performance aussi des entreprises, eh bien, il y a différents modèles qui peuvent être utiles. Par exemple, là, j'ai pris celui de CARE, où il y a le C pour collaboration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entretien annuel, il n'est pas à sens unique. L'entretien annuel, et ça commence un peu à rebondir un petit peu sur ce que disait Lydie, par exemple, c'est une collaboration. Le but de l'entretien, l'un des objectifs de l'entretien, c'est pas que définir les objectifs de la personne ou de l'évaluer pour quelles sont variables, par exemple. C'est aussi de faire le point sur la collaboration manager-manager. Qu'est-ce qu'on a bien fait cette année ? Comment on peut travailler mieux ensemble l'année prochaine, en gros. Et la définition des objectifs, ça doit être le fruit d'une collaboration. Voilà. Ça ne veut pas dire que le collaborateur décide ce qu'il veut. On n'est pas dans l'enfant roi, on va dire, dans la relation, mais dans une relation adulte où on dit, bah voilà, moi, opérationnellement, je pense que je peux faire ça, on peut être force de proposition. Donc, il faut être sur la collaboration. La deuxième, c'est il y a une attente énorme d'autonomie. Pareil sur le baromètre de Z, le levier qui fait partir le plus, c'est le manque d'autonomie.
ressenti par un collaborateur. Donc, il faut donner cette autonomie. Et cette autonomie, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une autonomie qui va être un peu encadrée. Il va avec un cadre, par exemple, propose-moi de manière autonome des actions de formation que tu penses justifier, les compétences que tu... Donc, c'est une force de proposition qu'il faut donner aux collaborateurs, mais aussi aux managers. C'est-à-dire que souvent, on a ça nous arrive des fois de voir des grilles d'entretien où quelque part, on met en situation le manager d'être une boîte aux lettres. Et ça, ça va un peu, pour certains sujets, il le faut, mais dans certains cas, il faut quand même que le manager ait un peu de capacité de dire, très bien, on va faire cette action de formation, on va changer un peu la définition de ton poste, par exemple, pour que ce soit plus intéressant, plus efficace. Donc ça, l'autonomie, c'est aussi pour le manager. Il n'y a pas d'autonomie sans responsabilité, y compris en particulier pour le collaborateur. Et je vais assez vite pour pouvoir éventuellement rebondir sur de l'échange. Il faut s'inscrire de l'entretien, ce n'est pas qu'un cadre formel, c'est un cadre où quelque part on va être en engagement, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'engagement des collaborateurs. C'est un moment qui doit être engageant. C'est-à-dire on doit pouvoir faire en sorte qu'après l'entretien, on est un peu plus engagé. Ça ne veut pas dire que c'est les bisounours, c'est tout le monde, et c'est fantastique, mais c'est quelque part, on s'est engagé à améliorer la situation, par exemple, quand la situation ne va pas bien. Et donc, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord sur un plan d'action de progrès, par exemple, dans l'entretien, et il y a un engagement dans les deux côtés, et le manager en premier pour aider le collaborateur. Donc, CARE, je pense que c'est un bon résumé qui est très riche, qu'on pourrait en parler beaucoup, et le matérialiser à la fois sur des questions, sur des façons dans l'entretien, sur la manière de préparer les entretiens. Typiquement, je crois il faut bien préparer les entretiens et former les managers. Il faut former les managers à cette posture managériale. Et dans l'entretien, avant l'entretien, il faut qu'ils aient un peu leur checklist pour dire, OK, sur quoi je vais pouvoir agir, sur quoi je vais pouvoir laisser de l'autonomie au collaborateur, comment je vais pouvoir responsabiliser mon collaborateur, comment je vais pouvoir travailler sur son engagement. Et au vu des commentaires que je vois dans le chat, je me pose même la question, est-ce que le C pour collaboration pourrait pas être aussi un C pour communication? Parce que je vois Farah qui nous dit l'importance de communiquer, et puis à ça, il y a Isabelle qui rajoute la démarche d'amener l'entretien en précisant aux salariés, tout comme au manager d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, à quoi ça va servir, comment ça se passe avant, pendant, après, et donc de former, sensibiliser managers et salariés et de communiquer sur l'intérêt de la démarche et comment ça va se passer, voilà, tu vois. Mais à 100%, c'est-à-dire que, il faut pas faire juste connectez-vous à Zest et débrouillez-vous, par exemple, concrètement. Oui. Même si Zest est super facile, il y aura pas de problème pour utiliser l'outil. Mais comme on disait, comment je me prépare, parce que c'est pas juste appuyer sur des boutons, c'est pas une enquête, on va dire ça comme ça, c'est un dialogue. L'entretien, c'est pas un formulaire qu'on fait, c'est un compte rendu d'une discussion et de décisions qui ont été prises, on va dire, entre le manager et le collaborateur. Donc, donc du coup, ça se prépare, ça se comprend, et souvent c'est le fruit ou le résultat pour partie de 364 jours ou avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux entretiens? Donc ça se réfléchit, voilà, et ça se prépare. Et c'est un bon point de dire, il faut aussi former le collaborateur quelque part à ces entretiens. C'est un peu ce qu'on dit sur les feedbacks. C'est-à-dire qu'on dit toujours, faut former les managers au feedback. C'est vrai, mais il faut aussi former ou sensibiliser les collaborateurs au feedback pour le recevoir, mais aussi pour en donner. Oui, c'est vrai. On n'est pas assez formé, accompagné sur la réception peut-être du feedback aussi. Et alors en complément, tu vois, chez Pauline, ils font du lien entre l'entretien annuel et la GEPP, parce qu'elle nous explique que chaque métier chez nous avait des compétences clés qui étaient reflétées au travers de l'entretien annuel avec, alors attends, ça a défilé, avec une matrice de compétences, donc ça demande évidemment beaucoup de travail, mais c'est super intéressant pour aider le manager à évaluer de manière équitable tous les salariés puisqu'ils se réfèrent à la matrice. Exactement. Non, mais ça fait partie des éléments, on va dire, clés. Après, il y a des niveaux de maturité dans les organisations. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu un travers parfois dans les référentiels de compétences, c'est d'avoir quelque chose de super lourd qui est difficilement mis à jour sur des métiers qui évoluent de plus en plus souvent. Mais d'avoir un cadre lié par exemple, au job où on a au moins... Ça sert à rien d'avoir 15 compétences à évaluer sur un collaborateur, enfin clairement. Si vous en avez... Moi, d'habitude, je dis, si vous en avez plus de 5, ça commence à être difficile, quoi. Ça veut dire, la discussion va être rapide, quoi, en gros. Et ce qui est important, c'est de bien faire un diagnostic
diagnostics et de bien les améliorer ou de les mettre au bon niveau par rapport à ces compétences clés. Donc, et c'est vrai que ça structure à la fois ça structure le dialogue, c'est-à-dire que, et ça le légitime, en fait. C'est-à-dire que l'ARH, avec les opérationnels et les managers, ont défini de manière très business, on va dire opérationnelle, quelles étaient les compétences clés pour réussir dans ce job-là. Donc, ça légitime l'évaluation qu'on va faire et l'auto-évaluation que le collaborateur va faire, en général. Donc, c'est vraiment important. Didier pose la question de l'entretien annuel, et je pense que c'est une question, là, on se focalise sur l'entretien annuel, mais chez Zest, et ma conviction personnelle, c'est, je vais l'imager très simplement, pour moi, le manager, c'est un coach. Mais pas un coach au sens d'accompagnement. C'est un coach comme une équipe sportive, on va dire ça comme ça. Et c'est pas lui qui fait le match, il est au bord du match, mais il est là toute l'année, le manager. Et il y a des entraînements, et il y a des matchs. Et Galtier pour le rugby, il va pas attendre la fin des 6 nations ou la fin d'un championnat pour faire le feedback. C'était super, David, t'as très bien joué, mais par contre, il faut que tu progresses là-dessus. Quand le championnat est fini, c'est fini. Donc, véritablement, c'est important que ce soit des rituels formalisés ou plus informels, que le manager et le collaborateur aient un dialogue, pas continu, mais régulier, notamment à des moments clés business qui permettent, opérationnels, qui permettent de dire, on était dans cette situation, c'est super, il y a eu ce résultat, voilà comment on peut améliorer, et est-ce qu'on va aller dans la bonne trajectoire finalement, qu'on pourra évaluer et célébrer, on l'espère, à la fin de l'année. Oui, c'est un travail en continu finalement, parce qu'en vrai, on parle d'entretien annuel avec ce fameux rendez-vous annuel, mais en vrai, c'est un travail qui dure toute l'année. Enfin, c'est pas parce que sinon on tombe justement dans les travers de ce qu'on ne veut pas avec l'entretien annuel, à savoir, on se retrouve une fois par an et puis le reste de l'année il se passe rien. Mais la réalité, c'est que dans certaines situations, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vrai dialogue, de vraie discussion, de vrais points pendant l'année, et c'est ce qui génère d'ailleurs le stress. Genre, tout va se jouer là. C'est un peu c'est l'histoire du baccalauréat avec contrôle continu ou sans. Hein. Donc c'est vraiment ça le point. Et d'ailleurs, le niveau de maturité optimale, c'est l'entretien annuel se focalise plus sur le futur que sur le passé. Parce qu'on en a parlé, on a fait des points, il y a eu du feedback, donc c'est pas une formalité, mais c'est presque à ce niveau-là, quoi. Il y a Fabien qui dit, je partage, l'entretien se prépare sur 365 jours, voilà. Et alors, j'ai une question pour toi, David. Il y a Lydie qui dit, comment posez-vous la limite entre l'entretien professionnel obligatoire, côté périmètre des sujets et communication? Alors, c'est une des questions un peu cardinales quand on veut définir un processus des entretiens annuels, c'est comment on le positionne par rapport à l'entretien, donc légalement obligatoire des entretiens professionnels. Alors, il y a la loi dit des choses, donc 2 ans, tous les 2 ans, tous les 6 ans, un bilan. Donc, il y a des temporisations qui sont définies. Et il y a un peu de discussion, et là c'est un peu le curseur de la prise de risque juridique que nous on identifie quand on discute avec les RH qui mettent en place ça. Est-ce que c'est un entretien qui doit être vraiment différent, ou est-ce que finalement c'est un chapitre, on va dire ça comme ça, de l'entretien annuel, quitte à le faire tous les ans, parce que quand vous regardez les questions de l'entretien professionnel, il n'y a aucune question qui ne soit pas intéressante de discuter chaque année. Donc en général, ce qui est fait, je dirais la pratique la plus courante, c'est de le faire au même moment, mais avec un formulaire séparé. Voilà. C'est-à-dire que le temps, on va dire, c'est par exemple les 2 mois de campagne, par exemple des entretiens annuels. Il y a aussi le formulaire des entretiens professionnels. Et puis d'autres font différemment, on en parlera dans les retours d'expérience. Ça marche. Très bien. Qu'est-ce que tu voulais nous partager d'autre sur la performance? Oui, je pense que il n'y a pas de bons outils, il n'y a pas de bons ouvriers sans bons outils, il n'y a pas de bon entretien annuel sans quelque part, surtout à l'échelle des organisations et si on veut toucher notamment des populations très diversifiées, sans un bon outil digital. Et c'est pas la numérisation des formulaires. Ça c'était les SIRH d'avant qui disaient donnez-moi votre formulaire Word et je vais le mettre sur écran et c'est génial, vous allez voir.
Il y a du temps, voilà, du temps à passer. Et ce qu'il faut maintenant, dans l'attente que vous avez, c'est pour ça que Zest a été fait, c'est permettre l'accessibilité, donc l'inclusion. C'est-à-dire que on a dans nos clients des gens qui sont dans des magasins, dans des entrepôts, qui sont chauffeurs, qui utilisent Zest pour faire les entretiens annuels. Donc voilà, ils peuvent pas utiliser du Word et ils n'ont pas un PC pour se connecter. Parfois, ils n'ont même pas une adresse email professionnelle. Donc ça, il faut pouvoir que le système le fasse. C'est très très important. La deuxième, c'est qu'il faut que le système soit pas juste sur un compte rendu, comme on dit, un peu de formulaire type. Il faut que ça permette des interactions. Le collaborateur fait des suggestions, fait de l'auto-évaluation, etc. Et enfin, il faut que le système vous permette, au-delà des comptes rendus quelque part individuels, que la RH en particulier et le management aient une visibilité, une intelligence quelque part de la donnée collectée pour pouvoir en faire des analyses sur les souhaits de formation remontés, sur le climat, l'auto-évaluation par rapport à la charge de travail par exemple, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un point clé. Le digital, c'est votre meilleur allié pour automatiser pas le processus d'entretien, mais pour les déployer à l'échelle de manière inclusive, collaborative et avec de l'intelligence à la clé pour vous. C'est là que je me rends compte, moi pour ma part, que ça fait longtemps que je suis plus salarié parce que il y a encore 5 ans, c'était sur papier, on écrivait au stylo. Ah, ouais. Je prends un coup de vieux là, je prends un petit peu un coup de vieux en t'écoutant. Et alors Angélique demande, est-ce que c'est le manager qui a la main sur l'outil? En fait, si c'est collaboratif, en fait, c'est une collaboration à 3, on va dire ça comme ça. C'est la RH qui va faire en sorte que la campagne, le formulaire, les interactions, la communication soient bien gérées. Ça va être le collaborateur qui va avoir accès à certaines étapes du processus, en particulier celle de éventuellement contribuer à la préparation de l'entretien pour que le manager il découvre pas le jour J les fameux 1 heure qu'on va enfin passer ensemble. Alors qu'est-ce que tu as à me dire? Et là on passe 30 minutes ou 45 minutes pour savoir ça. Et donc, bien entendu, c'est le manager qui a la responsabilité du compte-rendu de l'entretien, qui doit faire un peu la synthèse aussi de l'entretien, des choses qui viennent d'en haut, dans certains cas. Et puis, le collaborateur valide, in fine, le compte-rendu et éventuellement donne un commentaire final. Donc, c'est pour les entretiens professionnels et annuels, on est obligé d'avoir une dernière étape de signature-validation, voilà, parce que c'est vraiment formel. Très bien. Je vois pas. Alors, je regarde juste, il y a un petit commentaire qui vient de s'afficher avant d'avancer. Noël qui nous dit que dans son ancienne entreprise, ils avaient un outil délivré par RH, par le RH. Le manager donnait accès aux questions pour préparer l'entretien. Donc, le rendez-vous avait lieu. Puis, il ouvrait accès à l'outil informatique aux collaborateurs avec le compte-rendu du manager qui mettait ses commentaires. Donc, ça c'est un peu ça. Nous, ce qu'on privilégie comme pratique, c'est qu'il y ait la possibilité optionnelle, en tout cas, aux collaborateurs de donner des inputs pour que l'entretien se passe le mieux possible. Voilà. Et bien entendu, de commenter après l'entretien, s'il y a besoin, mais aussi, c'est ça la collaboration. Parce que si c'est commenté quand la messe est dite, entre guillemets, c'est un peu... c'est pas de la collaboration, c'est de la validation. Ouais, puis on implique le salarié en amont, donc ça lui démontre que c'est pour lui en fait. Isabelle, elle dit elle aussi, chez elle aussi, préparation par le salarié possible en amont, tu vois. Mais ça, c'est la posture, notamment, le fait de faire ça, c'est déjà incarné dans la posture managériale, l'écoute, la posture d'empathie, d'écoute. Voilà. Parce que si je suis, voilà le compte rendu, tu signes, on n'est pas dans ce registre-là. Oui, puis un côté, je te donne le pouvoir auquel tu as droit, quoi. C'est aussi à toi, ça t'appartient. En gros, les entretiens, c'est fait pour lui. Au final, l'intérêt du manager et de l'entreprise, c'est que le collaborateur soit plus performant et plus engagé. Donc, normalement, c'est gagnant-gagnant. Voilà. C'est un peu cet objectif. Alors, parfois, ça ne l'est pas toujours. On est bien d'accord. Alors, on y vient. Ce que j'attends avec impatience, tu vas nous
nous donner quelques exemples, si je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Alors, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de tous, Non, mais bien sûr, mais mais en filigrane, tu vois, j'ai commencé à en parler. Ce qui est intéressant, là, on voit par exemple trois clients qui sont sur des secteurs d'activité différents. Hein, donc, le retail, hein, Célio, on connaît tous. On va tous dans des magasins de Célio. Donc, ils utilisent Zest pour faire les entretiens annuels, y compris du siège et des magasins. Jardin d'Arcadie. Donc là, on va être plus sur des maisons de service, hein, avec des populations très terrain, très opérationnelles, et puis Square Management, là on est dans le monde du conseil, tu vois, donc voilà, plutôt des profils à haute 3 formation, univers très trois différents. univers très très différents. Et la chose commune qu'ils ont fait, et c'est, je sais plus comment le prénom de la personne qui avait réagi tout à l'heure, je crois que c'est Vincent, mais je suis pas sûr, c'est de dire, eux, quand ils ont voulu améliorer les entretiens annuels, ils ont effectivement structuré l'entretien annuel sur plusieurs rendez-vous plutôt qu'un seul rendez-vous. Et D'accord. c'est, en gros, ce qu'il faut peut-être, en tout cas, c'est une des possibilités, dire finalement on gère un cycle annuel, ça ne veut pas dire que c'est un entretien annuel. Et un cycle annuel peut avoir plusieurs rendez-vous, hein, structurés. Alors là, effectivement, l'une des premières choses, c'est faire que ça soit utile. Donc, chez Célio, Square, enfin, c'est très opérationnel. Il y a des questions finalement dans les trames, dont vous avez un exemple affiché. On fait des choses un peu moins formelles et assez ancrées vers le business, concrètes pour le collaborateur par rapport à sa carrière, etc. Mais c'est aussi très connecté au rythme du business, au contenu du business, parce que c'est ça qui crée un intérêt pour les deux parties de le faire plus régulièrement. La deuxième chose qui est faite, on le voit sur cet exemple-là, vous avez les points, c'est à peu près les lignes, c'est les nombres de questions qui structurent l'entretien. Donc, vous pouvez avoir un entretien dans le cas de ces 3 entretiens. Le premier qui va être focus sur finalement le bilan de l'année passée et le plan de la nouvelle année, donc les objectifs. Le deuxième va être un peu plus sur où est-ce qu'on en est, comment je peux t'aider à réussir le championnat à la fin de l'année, en gros, et notamment par rapport à ton développement de compétences. Et puis le dernier, qui n'est pas encore l'évaluation finale, ça va être toujours cette attitude de comment on réussit le dernier sprint, quelque part, et puis on va prendre un peu de recul sur l'expérience collaborateur. Donc, typiquement, trajectoire, c'est plus sur le plan de développement, formation, avec en ligne le recueil des souhaits de formation. Et puis, l'autre, ça va être un peu plus sur l'expérience collaborateur, notamment sur la charge de travail, par exemple, sur l'équilibre vie perso, vie professionnelle, qui sont des sujets importants dont il est important de s'assurer. Donc voilà, ça, c'est des exemples très concrets. Et on voit que c'est allégé. C'est maximum 7 questions. Oui, finalement, c'est très concis. Exactement. Chez Célio, ils avaient un entretien qui faisait, je crois, 27 questions annuelles. Et vaut mieux, en gros, 27 questions divisées en 3 que 27 questions une seule fois. Voilà. Je peux vous dire que la qualité des échanges n'a rien à voir. Jean-Isabelle qui dit il faut pouvoir convaincre les codires de libérer du temps pour tous ces rendez-vous. Donc ça suppose, en tout cas dans l'exemple que tu partages, une belle maturité managériale. Oui, et c'est pas facile. On va dire, faut vraiment être clair pour les bonnes raisons. Hein. C'est pas juste pour embêter qu'ils freinent parfois sur le nombre de rendez-vous par rapport à ça, parce qu'on sait que les managers, ils ont beaucoup de choses à faire. Mais ils ont à manager, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit gagnant-gagnant pour un peu les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut démontrer justement que le temps passé ne sera pas multiplié par 3. Parce que si c'est ça, effectivement, on perd la bataille d'avance, je peux vous le dire. Donc, il faut quelque part montrer que c'est allégé, que ça va être plus impactant pour l'engagement des collaborateurs et la performance business. Dans le cas des entreprises qu'on a là, ils avaient tous des objectifs business par rapport à l'amélioration du management. C'était pas juste être conforme ou mieux faire de la RH. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, RH management partner. Donc, il faut trouver le bon deal, entre guillemets, pour le faire. Et c'est bien aussi, c'est une pratique qu'on pourra dire après, mais qu'on peut dire maintenant, de concevoir votre trame d'entretien, surtout pas entre RH. Ça, c'est à éviter. Mettez dans la salle des managers de proximité et travaillez avec eux pour voir comment et faites des jeux de rôle. Voilà, pour tester les choses, c'est ce qu'on a fait pour ces clients en particulier.
Alors David, je te challenger un petit peu. J'ai Vas-y. Christelle dans le chat, elle est un peu sceptique. Alors, Ah, bien. elle nous dit sur le principe de la division. Tu vois, elle dit la division aussi n'est pas facile car si on parle de choses à améliorer, on a envie de parler de formation, de relations managériales, pas convaincu par la division. Est-ce que vous pouvez approfondir, elle te demande. Euh, alors, ce qu'on s'est dit, et d'autres l'ont dit que moi, c'est de dire que si on le fait qu'une fois, si on n'a qu'un seul point de contact, on va dire, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile de le maîtriser, de le rendre utile, etc. Donc ça, c'est mécanique. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs points de dialogue, d'échange, ça sera plus performant. Voilà. Concrètement, mieux perçu par le collaborateur, plus utile pour le manager. Le cadencement qui est fait, c'est de ne pas faire 3 fois la même chose. Vous l'avez vu en fait dans l'exemple que je vous ai donné. C'est aussi d'être clair dans la communication avec les collaborateurs et les managers que, par exemple, les souhaits de formation, comme dans l'exemple que j'évoquais, que je montrais tout à l'heure, c'est pas au début d'année qu'on va en parler, c'est en mai. Voilà. Et donc, voilà, c'est un peu comme dire, je suis rassuré, ça va être traité. Je vais pas tout traiter dans cet entretien d'1 heure où j'ai 27 questions, dont le plan de formation. Je vais avoir un temps plus poussé, mieux préparé sur mon développement de formation. Donc, le fait de créer ce cadencement, c'est pas simplement, clairement, multiplier en 3 fois les entretiens annuels, c'est de les alléger en leur donnant un fil conducteur, qui est la performance, très clairement. Et le deuxième, c'est des thématiques qui sont plutôt en fonction du temps. Après, est-ce il en faut 3, est-ce qu'il en faut 4, est-ce qu'il en faut 2, par Oui, exemple? là, ça reste un exemple adapté Voilà, exactement. au C'est vrai que la contexte. pratique la plus fréquente, c'est d'en faire 2, l'entretien annuel et l'entretien de mi-année. Si déjà on avait 100% dans cette situation, ça serait génial. Oui, puis moi je trouve ça intéressant de voir un peu ce qui se passe chez les autres aussi. C'est à partir de là qu'on peut s'inspirer et se dire bon ben moi par rapport à mon contexte, voilà comment je peux réadapter ça, tu vois. Puis mais moi j'aime bien sortir le chrono et dire combien de temps il faut pour faire un entretien. Et alors est-ce que ça rajoute une charge de travail au RH? Parce qu'Isabelle a dit ça ajoute aussi du travail au RH. Bah, alors, ça dépend aussi de l'outil mais peut-être. c'est une vraie question et il faut penser à eux et à Eh elles. ben oui, on est là pour ça d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et alors, là, c'était des éléments de REX du premier cycle d'entretien annuel qu'on avait fait avec Célio il y a quelques années, puisque ça fait quelques années maintenant qu'il travaille avec nous. L'un des retours notamment de celui qui gérait la campagne, les campagnes d'entretien dans le SIRH avant, c'est qu'en gros, ils avaient fait la mise en place initiale de l'outil de premier cycle fait à la manière, en tout cas fait dans Zest, lui avait pris autant de temps que de gérer une énième campagne dans l'outil existant. Donc là, il faut bien comprendre que l'outil va vraiment vous aider, vous RH, à modifier les entretiens, à les déployer, à les communiquer, à suivre la participation, à analyser les résultats, à relancer les managers. Tout ça, c'est justement l'intérêt de productivité, on va dire, sur des tâches qui sont honnêtement pas à très grande valeur ajoutée pour vous, RH, pour pouvoir faire plus de communication, plus de pédagogie un peu ciblée parfois sur des acteurs un peu clés pour embarquer le management notamment. Et puis, bien entendu, sur l'analyse qui est faite, sur les décisions et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça qui est le plus important. Voilà. Bon, voilà, on peut passer. Voilà, ça, c'était. Et typiquement, un des messages, c'est de dire, voilà, vous voyez, concrètement, à la fin du premier cycle, on avait des KPI. Célio a dit, moi, je vais prendre des KPI de mesure et donc il y a une enquête de satisfaction, concrètement, en disant, ok, typiquement, est-ce que le nouveau process, 3 temps d'échange par an, par rapport à 1 temps d'échange avant, est-ce que tu es satisfait? Il y a eu 3,8 sur 5. Donc c'est plutôt une très bonne note par rapport au fait de passer de 1 à 3. Imaginez que effectivement, ça pouvait être un peu risqué. Ah bah là, pour... Voilà. Et je vois que le temps passe. On peut peut-être, si tu veux passer. Ah oui, c'est intéressant aussi. Enfin, je veux dire, Ah oui, faut pas hésiter.
Tu nous as partagé l'exemple, mais c'est bien aussi qu'on puisse se rendre compte de l'impact que ça a pu avoir Exactement, mais faut pas. chez un client comme Il y a des pour en savoir plus, par exemple sur le retour d'expérience, le mieux c'est d'écouter celui qui avait en charge ce projet chez Célio. Et il y a un webinar. Je sais pas s'il y a des personnes de Zest qui sont connectées, si on peut partager le lien. Peut-être pour partager le replay, ça peut être Ouais, intéressant d'avoir. Il y a beaucoup plus. Il explique beaucoup plus de choses. En fait, j'ai copié-collé son slide là, concrètement. Ah là là, il dévoile tout, ça y est, on va tout savoir. Non, mais c'est comme ça, c'est mieux que ce soit mais non, mais c'est chouette. Exactement. Si l'exemple de Célio vous a intéressé, vous vous êtes dit tiens, j'aimerais bien comprendre concrètement comment ça s'est fait de A à Z, sachez qu'il y a un webinaire dédié à ce sujet-là. Et si quelqu'un de chez Zest ou a posteriori, on pourra aussi vous transmettre le lien, il n'y a pas de souci. Top. Je crois je vois quelqu'un, il y a Sandrine. Oui, voilà. Alors l'autre sujet qu'on n'a pas abordé, qui est comment on rend performant la revue des talents, ou la people review, ou la revue du personnel. Là aussi, moi j'aime bien faire résumer ça en 4 acronymes. L'essence même d'un comité, c'est pas de faire de la comitologie et on se parle et rien ne sort, etc. C'est un comité décisionnaire. Donc c'est un comité qui à la fin a pris des décisions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la matrice, là vous avez l'exemple de la matrice formalisée dans Zest. Je crois que s'il y avait une vidéo qui était animée, j'arrive pas à l'animer. Bon, c'est pas grave. Vous avez en fait une matrice d'évaluation avec des critères et en gros, pour synthétiser, une revue du personnel, c'est des matrices qui sont constitués par des critères d'évaluation, de comparaison, pour bien comprendre les talents, les personnes, donc sur la performance, sur l'évaluation de compétences, sur le potentiel, etc. Donc il y a ce genre d'informations. Et il va y avoir deuxième type de critères, c'est éventuellement la contre-évaluation, l'évaluation finale qui va être faite par le comité. Voilà, qui va vraiment dire on a calibré finalement, voilà ce que je disais tout à l'heure. Et la troisième catégorie d'éléments, c'est les décisions qui sont prises. Par exemple, promotion, formation, plan de succession, qui pourrait le remplacer si jamais il part, par exemple, ce sont des éléments qui sont décidés. Donc on voit que le premier c'est des inputs, le deuxième tiers c'est déjà des décisions de calibrage, et le troisième qui est le plus important, ce sont des décisions de prochaines étapes. Vraiment important. Et dès qu'on voit la grille qui sert de compte rendu des entretiens, on sait si c'est décisionnel ou pas. La deuxième chose, comme je l'évoquais, faut pas réinventer, faut pas ressaisir des données qui existent déjà, qui ont été collectées dans les entretiens annuels. Voilà. Donc il faut que ça soit automatiquement connecté aux entretiens. On a vu que c'était très 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 lié mécaniquement, et l'information va être, on va dire, rentabilisée, et ça va donner de l'utilité à l'entretien annuel, puisque clairement le manager peut pas tout décider dans son coin, donc il va avoir cette décision collective. L'autre point, c'est comme pour l'entretien annuel, il faut que ce soit collaboratif, parce que c'est un comité, donc par définition, c'est collaboratif, et accessible. Voilà, vous l'avez compris que c'est un peu un des credos transverses de la performance des rituels, c'est de dire on doit pouvoir le faire pour des jobs ou des personnes, des collaborateurs qui sont pas forcément que les cadres ou que les hauts potentiels. Comme on l'avait vu, j'ai oublié le nom, mais quelqu'un qui nous partageait le fait que c'était ouvert aux ouvriers aussi tout à l'heure. Exactement. Chez Courir, qui est un de nos autres clients, ils ont des campagnes où ils font des revues de talents pour l'ensemble ils le structurent par région, par directeur de région, qui le fait aussi sur la base d'évaluation par magasin. Donc ça descend au niveau des équipiers dans chaque magasin. Donc c'est vraiment toute l'entreprise en fait. Ouais, un outil de terrain. Exactement. Et ça on aime. Peut-être pour finir, je ne sais pas si tu veux, moi je proposais de parler parce que alors il y a certainement des choses que vous pouvez faire pour modifier peut-être ce que vous êtes en train de faire là, mais la grande course, on va dire, sur lequel il faut se positionner, c'est le cycle, quelque part, les cycles, les rituels de 2025 qui se préparent maintenant, en fait. Parce que ça prend un peu de temps. Donc, on peut finir par ça, si tu veux, Anaïs. Oui, très bien, ça fera une belle conclusion, comment on prépare 2025. Super. Je vous ai synthétisé 6 points.
Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais qui ont été repris, enfin, qui sont un peu repris de la discussion qu'on a eue. Un, orientation business. C'est-à-dire que vraiment, soyez dans cette logique de à quoi ça sert au manager. Donc, lui, sa responsabilité, c'est d'abord de faire que de la performance business, opérationnelle ou de service public. Voilà. Donc, c'est vraiment cette performance qu'il faut avoir. La deuxième chose, simplifier. Moi j'adore que quand on essaye de convaincre nos clients en disant, on regarde même pas ce que vous faites, on se dit, ça serait bien d'avoir un objectif de simplification. Si vous pouvez gagner peut-être 20% pour alléger ce que vous faites déjà, ou la complexité aussi, parce que c'est aussi parfois, on le disait, sur le nombre de compétences évaluées, par exemple, regardez comment les objectifs sont définis. Parfois, vous avez des matrices pour définir les objectifs, mais c'est presque polytechnique qu'il faut faire pour Ouais, c'est vrai. ça. Tu vois, moi, j'ai vu des choses qui sont extraordinaires, très sophistiquées, certainement efficaces, mais qui sont pas adaptées à une grande partie des situations. Donc, simplifier, en faisant moins, vous ferez mieux. Voilà. Et ça, c'est top de se le rappeler. Troisième point sur la préparation, c'est le co-design avec les managers que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment et c'est lié à un autre point que je mets à droite, qui est considérer vos rituels, donc les process RH, les entretiens annuels et la revue comme un produit. C'est le produit de la RH, voilà. Donc, qui sont mes utilisateurs, mes clients internes, quelle est sa fonction? Donc, c'est d'utiliser les techniques quelque part de produit, à la fois pour le designer, donc c'est mieux de le faire avec les utilisateurs, les clients. Et la deuxième chose, c'est de voir que ça va vivre dans le temps. C'est-à-dire que cette année, vous l'avez comme ça, vous allez récupérer du feedback, il y aura des choses à améliorer, à simplifier peut-être ou à ajouter, eh bien, vous allez pouvoir le faire pour la prochaine itération. Et là, l'outil vous permettra de le faire simplement parce qu'effectivement, changer des feuilles Word qui sont dans les bureaux en leur disant que c'est le bon formulaire qu'il faut changer, là, c'est impossible. Par contre, quand c'est dans un outil, voilà, c'est quelques clics et c'est fait. Et enfin, c'est rassurant pour les RH, ils sont pas tout seuls. Exactement. C'est rassurant. En fait, je pense, plus. Alors, ça demande d'être en mode collaboratif. Hein, il faut lâcher prise un petit peu. Voilà, et accepter effectivement que vous aurez peut-être un peu moins de données remontées. Potentiellement, hein, c'est souvent le trade-off qui est fait dans votre cockpit de pilotage. Mais est-ce que vous les utilisez vraiment toutes? Voilà, c'est ça un peu la question souvent qu'on se pose, et souvent la réponse, c'est on l'utilise pour faire des analyses, d'accord, mais des actions concrètes. Et là, c'est ça le juge de paix en fait. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette empathie finalement avec les utilisateurs, y compris les RH. Puis le dernier point, on l'a évoqué en filigrane, c'est vraiment de créer un accompagnement avec et pour les managers. Parce que manager, c'est un boulot compliqué, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas, tout le monde n'est pas né manager. Enfin, je pense que peu de gens sont nés managers déjà, et c'est pas facile, quoi. Donc, ça veut dire les appliquer, ça veut dire faire de la pédagogie, ça veut dire identifier ceux qui sont moteurs pour en faire un effet d'entraînement, ça veut dire d'identifier les managers qui sont un peu en difficulté pour les accompagner, pas les juger tout de suite, voilà, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les entreprises qui réussissent le mieux, c'est les entreprises qui ont quelque part une communauté de managers, qui l'animent, qui a une dynamique en disant manager, c'est un beau métier, il faut qu'on partage et qu'on s'améliore. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, la connexion au SIRH, je vais la prendre. Vas-y, prends. Oui, c'est très facile, en fait. Ça, c'est aussi pour ça que la technologie est maintenant vraiment un allié, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des API. Donc, en fait, c'est une interconnexion automatique de système à système. Voilà, ça va pas être spécifique pour vous, entre guillemets. C'est par exemple, nous, on a une intégration avec Lucas. Voilà, par exemple. Et, ça marche avec tous les SIRH ou tous les SIRH. En fait, il y a des méthodes plus ou moins, on va dire, rustiques ou plus ou moins modernes en fonction du SIRH. Parce qu'il y a des SIRH qui sont un petit peu... voilà, mais après, ça c'est l'affaire de Zest, ça.
Mais même des bons vieux systèmes de paye qui datent de 30 ans, on a des clients qui a une synchronisation Ah oui, automatique. Ouais, bien sûr, c'est d'accord. possible. Ah, Oui, donc c'est ça, facile. donc ça se C'est plus plug, rustique. entre guillemets, Voilà, sur c'est tout. plus rustique en termes de technologie, mais ça se fait. D'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vois pas d'autres questions pour l'instant, hormis qu'Isabelle qui est en train de taper. Mais elle pose la question de la RGPD. Ah, quid de la RGPD? Allez. Bonne question. Alors la RGPD est la même, on va dire que finalement dans le SIRH, c'est une RGPD qui s'applique à finalement tous les systèmes. Chez Zest, par exemple, quand on se connecte pour la première fois en tant que salarié, on a j'ai encore le terme en anglais, un message RGPD, on va dire, un disclaimer RGPD, qui peut être un petit peu personnalisé, notamment par l'entreprise. Et on ne peut pas rentrer dans Zest de toute façon si on ne dit pas j'ai lu pourquoi l'entreprise le fait, quels sont mes droits de recours, etc. Voilà, qui sont les éléments de RGPD. Autre élément, bien entendu, de RGPD, c'est que nous, on est conforme à la RGPD, etc. Donc, on a un certain nombre d'obligations, bien entendu. Et puis, le troisième point, c'est notamment dans les obligations, c'est qu'à n'importe quel moment, le collaborateur peut revoir ce formulaire disclaimer. Donc, dans son profil, il a un lien vers ce qu'il a accepté comme disclaimer RGPD. Donc, en fait, nous, quelque part, nous, on est né avec la RGPD en tant que solution. Donc, on dit, c'est qu'on est RGPD by design, mais on trouve ça génial, honnêtement. Alors, c'est une contrainte pour beaucoup, mais c'est OK, par rapport au rapport aux collaborateurs. Très bien. Bon, ben, c'est clair et limpide. Peut-être un mot de la fin pour conclure, et puis aussi pour préciser que si vous avez d'autres questions qui sont potentiellement restées en suspens, vous pouvez bien évidemment contacter David. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Et puis après, moi, je partagerai un commentaire que j'ai vu passer dans le chat qui, je trouve, était intéressant pour conclure le webinar. Déjà, toi, en 2-3 mots. Ouais, 2-3 mots, bien sûr. Non, mais même si parfois, comme on l'a vu un peu, ça a mauvaise presse, ça paraît très lourd, très compliqué, etc. Franchement, améliorer les entretiens annuels, c'est peut-être la meilleure façon qu'un RH peut avoir d'avoir un projet impactant pour l'ensemble des collaborateurs et des managers. C'est un effet de levier qui est extraordinaire et qui peut transformer vraiment la boîte, quoi. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas forcément du premier coup, mais vous pouvez créer. Et ça maintenant, voilà, à la fois en termes de pratique, de maturité des managers, d'attente des managers et des collaborateurs, et bien entendu des solutions comme Zest. C'est vraiment pas peut-être ce que vous avez connu dans le passé. Et en tout cas, parlons-en. Et Wagan et moi, on est à votre disposition pour en parler, et notamment pour répondre à Isabelle sur le budget. Oui, j'ai vu la question du souvent, budget. par rapport, ce que moi je constate, et j'ai beaucoup accompagné les entreprises depuis presque 20 ans maintenant sur la mise en place notamment de SIRH, les coûts sont moins importants, les délais sont plus courts pour mettre en place une solution comparable avec une nouvelle génération complète et avec des bénéfices et une approche, comme vous avez vu, qui est très différente. Donc, ça coûtera moins cher de toute façon que ce que vous avez en général déjà mis en place. Eh bien, écoute, parfait. Je rebondis donc sur un dernier commentaire qui était dans le chat il y a une bonne demi-heure, mais je l'ai mis de côté parce que je me disais, tiens, c'est une belle conclusion de Farah qui disait l'entretien annuel doit être communiqué dès le recrutement. C'est un truc auquel on pense pas forcément, mais évoqué en tout cas dès l'étape recrutement. Un collaborateur et un manager doivent être préparés en amont. Les écrits restent, tout se planifie tout au long de l'année. Plus on échange, plus on est à l'aise et plus on fidélise. Pas de barrière transversale, on avance ensemble. Cet esprit d'appartenance donne des résultats. Je crois que ça résumait assez bien finalement tout ton propos. Et voilà, merci Farah pour ce commentaire. C'est top. Et je peux juste peut-être rajouter une petite chose. Allez, vas-y. Parce que le côté marque employeur est très intéressant, je trouve, par rapport à le communiquer au niveau du recrutement. Elle a tout à fait raison. Enfin, cette personne a tout à fait raison. Et d'ailleurs, les entreprises qui sont déjà et qui vont être les plus performantes sur ces sujets-là concrets, qui ont beaucoup de sens, on sait que les entretiens annuels, que c'est important pour soi quand on va. Eh bien, il y en a même qui vont utiliser des labels pour dire nos collaborateurs évaluent l'entretien annuel
4 sur 5, par exemple. Donc, on a une bonne Oui, note par les propres bien sûr. utilisateurs. Et Ça ça, peut c'est être un argument, oui. comme, on va dire, preuve et qui permet de dire, OK, les entretiens annuels, c'est bien perçu en interne. Et c'est pas Mmh. une usine à gaz, parce que Mmh. je sais que ma carrière peut se jouer sur ce rituel. Parfait. Bah, écoute, c'est un bon mot de la fin. Ça me permet de rebondir aussi et de vous dire, bah, moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je vous parle beaucoup marque employeur. Donc, je me place au Personne passage, était bonne. tu vois. Et, en tout cas, moi, il me reste à te remercier, David, pour ce petit moment passé ensemble. C'était super riche, dynamique, c'était super agréable. Au vu des réactions dans le chat, je pense que tout le monde s'est senti bien. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Avec Culture RH, nous, on vous retrouve dès mardi prochain. On a un prochain webinaire avec Bénéfices et Payfit et on parlera justement. Alors, on parlera QVCT, mais sous un nouvel angle. On va un peu vous proposer en termes de positionnement, de se dire, est-ce que la rémunération, c'est pas déjà de la QVCT finalement? Est-ce que c'est pas déjà un des premiers leviers de la QVCT? Et comment la politique de rémunération peut faire briller votre marque employeur? Donc, oui, il y a tout un programme prévu mardi prochain. Culture RH vous a déjà mis le lien dans le chat. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup, David. Merci. Merci à toi pour l'invitation et puis merci à tous pour vos questions. C'était très dynamique. J'ai beaucoup apprécié. Super, bah, tout le monde est content. Voilà. Bon Avec appétit. plaisir. Merci, à bientôt.